Salut apprenti, les bases du cinéma. Ce sont tous les acteurs, vraiment au sens très large, donc acteurs, figurants, silhouettes, etc. Il y a bien sûr plusieurs noms en fonction de leur participation dans le film. Avant de poursuivre cette vidéo, si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille d'aller la voir. Tu as très certainement entendu parler des différents ordres qu'il pouvait y avoir sur les plateaux de tournage, donc par exemple le fameux moteur, action, etc. Il y a un ordre très précis, il y a des personnes très précises qui le disent. Le premier ordre qu'on va entendre sur un plateau de tournage, c'est silence. En effet, c'est l'assistant réalisateur à chaque fois qu'il le donne. C'est pour dire à tout le monde en fait que là, on va bientôt tourner, donc il va falloir qu'il n'y ait plus de bruit, mis à part ceux qu'on veut qu'il y ait à l'écran. C'est aussi si tu approches d'un plateau de tournage qui est donc en studio, il va y avoir la lumière rouge qui est allumée à ce moment-là. Ensuite, c'est moteur, également donné par l'assistant réalisateur. Donc là, chaque chef de poste, l'ingé son, le chef opérateur, etc. vont répondre par un ça tourne. En effet, souvent pour une machine, lorsqu'on appuie sur enregistrement, il y a un petit temps en fait avant que l'enregistrement réellement commence. Et d'ailleurs, ils préfèrent prendre ce temps-là pour être sûr que tout sera filmé correctement. Une fois que tous les chefs de poste ont répondu ça tourne, là, le réalisateur va pouvoir dire action. Donc à partir du moment où il dit action, tout va se mettre en place. Et donc tout ce qui se passe à l'écran doit continuer jusqu'à ce que le réalisateur dise couper. Ça aussi c'est très important si tu fais des chorégraphies de combat filmées ou que tu fais des courts-métrages par exemple, que tu dises bien à tes acteurs qu'ils attendent bien le couper avant d'arrêter de jouer. Et pareil pour les figurants, ils se déplacent tout et tout. S'il y a des effets spéciaux visuels qui sont concrètement sur le plateau de tournage, il faut que tout ça, ça continue jusqu'à ce que tu dises couper. Sauf problème très important, les différents chefs de poste ne vont pas dire couper, ne vont pas dire ah attends j'ai un problème. Non, ils vont jusqu'au bout et après ils disent ah attends moi j'ai eu un problème. Par exemple j'ai entendu un avion, ça c'est l'ingé son qui va dire ah moi j'ai entendu un avion là va falloir recommencer. Après aussi on peut voir si on peut isoler le son ou pas, mais c'est vraiment le réalisateur qui doit dire couper, sauf problème très important. Si tu entends le mot script pour un scénario, c'est parce que c'est le mot anglais. En anglais, scénario, ça se dit script. Comment est découpé ce scénario? Puisqu'en fait, un scénario, ce n'est pas un roman, c'est un outil de travail. En fait, tant qu'un scénario n'est pas filmé, il ne sert strictement à rien en soi. C'est un outil de travail et ce n'est pas plus que ça n'a pas plus de valeur que ça. Bien sûr, certains scénarios qui ont une histoire particulière peuvent avoir une valeur, notamment s'ils sont signés par leurs auteurs qui ont eu beaucoup de succès, etc. Mais bon, en général, ce n'est qu'un bout de papier. Donc quand un scénariste va écrire son scénario, il va le découper en séquences et en scènes. Il va pas aller plus loin parce qu'après, ça va être le découpage du réalisateur. Le réalisateur va découper ça en plans. Puis après, lors du tournage, ça va être découpé également en prises. Donc une même scène, il peut y avoir plusieurs plans différents. On va voir juste après quels sont ces différents plans. Pour te donner un peu un exemple déjà, ça va être le plan sur un visage d'un acteur qui est en train de parler. Puis après, on va filmer l'autre acteur en train de lui répondre, etc. Donc ça, ce sont différents plans. Il faut savoir qu'une même scène est tournée le même jour. C'est très rare qu'une même scène est tournée sur plusieurs jours. Par contre, une séquence peut être découpée sur plusieurs jours et pas forcément d'affilée. D'ailleurs, il est vraiment très rare de tourner un film dans l'ordre du scénario. En général, c'est regroupé en fonction des lieux et des personnes présentes et donc en fonction des différentes contraintes, notamment en contraintes budgétaires, puisqu'il est quand même moins coûteux de louer un endroit, d'installer un seul décor puis de faire toutes les scènes dedans avant de repasser à un autre décor, d'installer un autre décor, etc. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à des contraintes budgétaires, par rapport à des contraintes de temps que on tourne les scènes et pas donc par rapport à la suite. Donc il n'y a aucun problème de commencer le premier jour de tournage par la fin du film. Une séquence en soi est censée regrouper une action commune. Une séquence égale une action normalement. Quand tu prends un scénario, il faut savoir qu'une page est égale à environ 1 minute de film. Différents mouvements principaux de caméra, bien sûr tu peux tout à fait les combiner. Il y a d'abord le champ contre champ. Donc ça, donc tu prends des personnages qui sont en train de dialoguer, donc qui sont juste face à face et une caméra va filmer cet acteur-là, une autre caméra va filmer l'autre acteur, donc ça s'appelle le champ contre champ. Et la règle d'or du champ contre champ, il faut jamais dépasser les 180 degrés. Mouvement de caméra très connu, c'est le travelling. Donc en fait, il s'agit simplement d'un mouvement de caméra, il peut être soit droit, circulaire ou zigzagué, peu importe. Peu importe que ça soit fait sur une machine ou que ça soit fait à la main, peu importe, ça s'appelle toujours un travelling. En fait, c'est un suivi d'une action par la caméra sans qu'il y ait d'autres mouvements de caméra. La caméra, elle va juste rester fixe et ça va être tout le corps de la caméra qui va bouger. Alors, si par rapport à un axe, en général, le pied, tu fais bouger la caméra, ça s'appelle un panneau. Que ça soit horizontal, vertical, en diagonale, peu importe. Si la caméra, elle bouge, mais qu'elle en fait tourne sur un même axe, c'est un panneau. Mouvement très peu utilisé, c'est le zoom dézoom.
Pourquoi il est peu utilisé? Parce qu'en fait, quand tu vas zoomer et que tu vas dézoomer, ça va changer la profondeur de champ. Donc en fait, tu vas voir ton décor bouger. Alors, ça peut être utilisé, notamment l'effet vertigo. Donc qu'est-ce que c'est que l'effet vertigo? En fait, il vient du film éponyme. C'est un mouvement de caméra qui à la fois combine un travelling et un zoom ou un dézoom. Donc il faut que le zoom ou le dézoom soit l'inverse du travelling. Donc c'est un travelling qui va soit avancer avec un dézoom, soit reculer avec un zoom. Ça va créer en fait un effet d'angoisse, un peu de pression. Tu vas voir en fait le décor qui va bouger, en même temps ça va avancer, tu as l'impression que à la fois la caméra elle bouge pas, mais qu'elle bouge quand même. C'est vraiment très bizarre. Tu peux chercher plein de vidéos sur YouTube qui donnent cet effet-là. Alors bien sûr, quel que soit le mouvement que tu vas utiliser et quel que soit l'effet sonore, l'effet visuel que tu vas utiliser, il faut qu'il y ait une logique dans le film. Sinon, en fait, tu sors complètement le spectateur de ton film. Si tu fais un travelling, il faut pas qu'il soit gratuit juste pour dire hey, regarde, je fais un travelling. Ça, en fait, ça fait de suite ressortir donc le spectateur, comme je disais, de ton film. Il va plus être impliqué dedans. Un bon travelling, par exemple, tu suis un acteur qui va se déplacer, tu suis une balle qui roule, par exemple, une voiture, etc. Là, ok. Mais juste faire un travelling gratuit, ça sert à rien. Et surtout, le gros défaut maintenant dans les films et dans les séries, c'est faire des mouvements de caméra pour donner une impression d'action, de mouvement, de dynamisme, alors qu'il se passe rien. Je vais te donner 2 exemples de choses que je déteste dans les séries et dans les films. Un mouvement de caméra que je déteste dans les séries et dans les films, c'est lorsqu'il y a un groupe d'acteurs qui est en train de discuter et que la caméra n'arrête pas de tourner autour d'eux. Au bout d'un moment déjà, ça donne mal au cœur, et après, de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Ça sert, je sais pas, il essaie de donner un dynamisme. Après, je sais pas, dans la vie réelle, il y a personne qui tourne autour des gens juste pour les entendre parler. C'est voilà, c'est aberrant comme mouvement. Je trouve que ça donne aucun dynamisme, et c'est juste faire. Regardez, on a un décor avec 360, hein, regardez. Franchement, ça sert strictement à rien. Moi, à chaque fois, ça me ressort en fait de la scène, ça me ressort de la série ou du film. Voilà, chaque fois, je détourne les yeux parce qu'au bout d'un moment, voilà, quand ça dure trop longtemps, ça donne vraiment mal au cœur, je trouve. Autre mouvement de caméra que je déteste, c'est la tremblote des caméramans durant les scènes d'action. En effet, il n'y a pas besoin de faire trembler la caméra pour donner un sentiment de dynamisme, un sentiment de puissance ou autre. Sauf si, bien sûr, tu es en train de faire tout trembler ton décor. Là, tu peux faire trembler la caméra, mais même ça, en général, il vaut mieux faire trembler tout ton décor, mais pas la caméra. Comme ça, les gens voient bien ce qui se passe et on peut garder cette impression de puissance. C'est vraiment rare quand justement le tremblement de la caméra donne bien. Par exemple, une série de films très mal filmés au niveau des scènes d'action, ce sont les Transformers. Transformers, quand tu regardes, donc déjà c'est des robots géants qui sont pas tous différenciés au niveau de la couleur et aussi de l'aspect, je trouve. Moi, enfin, je m'y perds. Et en plus, c'est filmé beaucoup trop proche, ça arrête pas de trembler dans tous les sens, et avec tous les effets d'explosion, de bouts de carrosserie qui partent, etc. En fait, tu comprends plus rien. Tu dis, ouais, bon, il se passe des trucs, ok, mais bon, en gros, pendant 2-3 minutes, tu comprends rien ce qui se passe. Et à la fin, il y a un vainqueur. Bon, bah finalement, ok, il y a un vainqueur, mais bon, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Une manière très bien de filmer des scènes d'action, je l'ai bien sûr déjà évoqué, c'est tu poses ta caméra, tu fais un plan assez large, puis après, tu fais du découpage en faisant des plans un peu plus rapprochés à certains moments. Donc, par exemple, les vieux films d'arts martiaux asiatiques font très bien cela. Après, on peut leur reprocher pas mal de choses, mais au moins sur la manière de filmer, c'est vraiment très bien. On peut voir tout ce qui se passe et on apprécie vraiment les combats. Aussi, par rapport aux différents plans. Donc là, les plans, c'est en plus des mouvements de caméra, c'est en fait la dimension de ton cadre. Donc il y a un certain nombre de plans officiels. Après, tu peux toujours en rajouter, faire des plans intermédiaires, des plans un peu différents. Mais voilà, il vaut mieux connaître déjà les plans principaux avant d'essayer de faire des nouveaux plans. Donc tu as d'abord le plan d'ensemble. Donc c'est un plan qui va filmer très large. Donc par exemple, tu vas filmer une planète entière, tu vas filmer une ville, tu vas filmer toute une maison, etc. Ensuite, tu as le plan large. Donc à chaque fois, tu vois, on va rétrécir. Donc le plan large, c'est un peu moins grand que le plan d'ensemble. Par exemple, un plan large serait tu vas filmer la maison sans filmer le jardin. On va rétrécir un peu et tu obtiens le plan pied. Donc le plan pied, tu vois ton acteur en entier, de la tête aux pieds. C'est pour ça que ça s'appelle bien sûr le plan pied. On a ensuite le plan italien. Donc c'est un plan qui vient bien sûr d'Italie, qui vient donc des films de KPDP italiens. C'était pour permettre de voir les épées à la ceinture le plus possible. Parce que c'est un plan qui s'arrête au niveau des genoux et donc ainsi on voit l'épée soit dans son ensemble, soit quasiment dans son ensemble, mais en tout cas on voit une grande partie de l'épée. En rétrécissant un tout petit peu, on obtient le plan américain. Bien sûr, ce plan a été créé pour les westerns afin qu'on puisse voir correctement les colts à la ceinture. Après, on va rétrécir un peu plus. Tu as bien sûr certains plans intermédiaires, mais qui sont très peu utilisés. Donc on va aller jusqu'au plan buste. Donc au niveau du bas, ça va s'arrêter à peu près au niveau des pectoraux. Alors il faut savoir que à partir du plan pied, la hauteur
au niveau de la tête, en fait, c'est soit on coupe juste au-dessus de la tête, soit on laisse un petit peu d'espace au-dessus de la tête, mais voilà, on ne fait pas non plus beaucoup d'espace au-dessus de la tête. Donc ensuite, tu as le gros plan, c'est par exemple filmer juste la tête de ton acteur. Et enfin, on a le très gros plan, donc là, ça serait par exemple juste filmer l'œil. Autant te dire de suite, sauf si tu parles des plans qui vont du plan pied jusqu'au plan buste, le reste, il faut bien que tu sois d'accord avec les personnes sur le terme que tu viens juste d'utiliser, hein, bien comprendre le cadre que tu souhaites pour pas avoir trop grand ni trop petit. Donc là, on vient de voir tout ce qui était base du cinéma. Bien sûr, il y a encore d'autres choses à dire. Je vais pas non plus trop en parler parce que ça va pas forcément te servir. Des fois, je suis rentré dans cette vidéo un peu dans les détails. Afin de conclure cette vidéo, je vais te donner une information supplémentaire qui n'est pas utile en soi pour pouvoir tourner, mais c'est juste à titre de culture générale. La différence entre un acteur et un comédien, parce qu'effectivement, il y a vraiment une différence. Donc un comédien, c'est une personne qui va être sur des planches de théâtre et un acteur devant une caméra. Donc la différence dans leur jeu, c'est que le comédien va devoir en général faire des grands mouvements, parler fort pour pouvoir se faire entendre par toute la salle et se faire voir par toute la salle. Et donc, tout ce qui est jeu, notamment avec les yeux ou quelques expressions faciales très légères, en fait, ça ne sera pas vu, sauf par le premier rang. Mais s'il veut que tout le monde puisse profiter de son jeu d'acteur, il est obligé d'exagérer les choses. Alors que justement, un acteur, lui, va devoir jouer de manière plus intimiste, je dirais. Déjà parce que le moindre son qu'il va émettre va être capté par le micro, donc il n'a pas besoin de parler fort. Et même, il faut qu'il fasse gaffe à sa respiration, aux différents bruits de bouche qu'il peut avoir, etc. Tout ça, ça va être capté. Et aussi, ils sont souvent filmés très proches. Donc, le moindre mouvement de leurs yeux, le moindre expression faciale qu'ils vont avoir, ça va se ressentir. Également leur respiration, tout ça en fait, il faut qu'ils jouent vraiment sur tout leur corps et que ça soit donc des mouvements beaucoup plus petits. Bien sûr, deux manières de jouer différentes, mais également complémentaires, je trouve. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue à la partie bonus. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo et également comme tu as pu le voir dans le titre, il s'agit de la deuxième partie sur les bases du cinéma. Donc je t'invite bien sûr à aller voir la première partie si tu n'as pas encore vu. Pour te donner un peu plus de détails sur mon costume, il n'est pas encore au complet, il faut que j'achète encore d'autres éléments pour un peu le compléter. Tu le verras bien sûr dans d'autres vidéos en son complet. Je vais donc garder ce costume là pour les différentes vidéos de tutos, que ce soit les tutos duel ou les tutos combat. Je vais donc avoir maintenant ce costume. Je vais bien sûr pas retourner les différents tutos que j'ai déjà tournés. Cela va donc être pour les prochaines vidéos que je vais utiliser ce costume. Pour tout ce qui est critique analyse et let's play, je garde bien sûr les habits habituels. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.